Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le plateau du Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, dans un instant, je serai avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. On reviendra sur la situation en Iran et les raisons du renoncement de Donald Trump à intervenir, alors que le président américain est de plus en plus menaçant au sujet du Groenland. On ira également à Strasbourg, où les agriculteurs manifestent aujourd'hui contre le traité du Mercosur, un traité qui a été signé samedi entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Timothée Delem sera sur place. 4 mois de discussion et au final, le 49-3, faute de compromis, le Premier ministre est résolu à dégainer le fameux article pour faire adopter le budget. On en parlera avec l'éditorialiste politique du Figaro, Guillaume Tabar. Et pour finir cette émission, on parlera de l'exposition des enfants aux écrans. Il est urgent d'agir. C'est le combat de la sénatrice LR, Marie-Do Echelmann. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et vous êtes là pour nous éclairer sur ces relations et tensions internationales. On a un président américain de plus en plus tonitruant sur ces fameuses questions et relations internationales. La semaine dernière, l'Iran, on va y revenir au cours de cet entretien. Ces derniers jours, c'est la volonté de Donald Trump de vouloir contrôler le Groenland qui est au cœur, au centre des tensions. Un Donald Trump mécontent des attitudes des Européens et notamment des Français. Quelle analyse, Frédéric Ancel, vous faites de cette obsession de Donald Trump d'obtenir le Groenland ? Je pense que le nord de sa boussole, c'est-à-dire sa principale variable de prise de décision, c'est encore et toujours le mercantilisme absolu. Trump ne fait pas de relations internationales hors de ce prisme-là. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un idéologue, c'est certainement pas un néoconservateur, il ne cherche pas à modifier des régimes en place, on l'a bien vu d'ailleurs avec l'Iran et même avec le Venezuela d'ailleurs finalement, il cherche à récupérer, à ses yeux, récupérer, c'est une représentation, à recouvrer de l'argent que les États-Unis auraient beaucoup trop distribué à travers l'histoire et notamment tout au long du XXe siècle, y compris d'ailleurs à ses alliés, que Trump ne voit pas comme tel d'ailleurs. Pour lui, un État, c'est d'abord un État, une entité soit solvable, soit et docile, soit pas. Bon, il y a à peu près 2 catégories assez manichéennes dans le monde, entre les solvables et les autres. Donc de ce point de vue-là, on comprend mieux, me semble-t-il, pourquoi cette obsession, pas seulement d'ailleurs sur le Groenland et ses richesses, mais bien évidemment sur d'autres pays, mais également, j'insiste là-dessus, c'est très important, en 2025, pourquoi 2 traités de paix quand même, qu'il a réussi à obtenir. Le premier dans le Sud-Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le deuxième dans l'Afrique des Grands Lacs, et ce n'était pas gagné non plus, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais avec à chaque fois, en ligne de mire, ce que ça pouvait rapporter aux États-Unis via un consortium organisé par lui-même. Oui, le cœur de sa façon d'agir, c'est les gains à obtenir, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, non, mais complètement, d'ailleurs. Mais c'est aussi vrai sur la Chine. On me dit souvent, et c'est pas faux, qu'il souhaite que la Chine ne devienne pas la première puissance économique mondiale. Non, mais très bien. Mais comment faire pour cela ? Eh bien, il faut durement concurrencer la Chine sur le plan financier, économique, énergétique, naturellement. Donc, on revient toujours à ce prisme absolu. Alors, il est tellement furieux de l'attitude des Européens et des Français qu'il a menacé d'augmenter à nouveau les droits de douane, 200% sur les champagnes et sur les vins français. Il a dévoilé cette nuit, on a tous découvert ça ce matin, un SMS que Emmanuel Macron lui avait envoyé. On le voit à l'image. Emmanuel Macron lui a envoyé un message l'invitant à l'issue de Davos à venir, à organiser un G7 avec d'ailleurs la Russie autour de la table. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode de dévoiler comme ça les SMS, des conversations privées entre dirigeants ? C'est une méthode de shérif au Far West.
Bon, je ne dis pas gangster, je dis de shérif au Far West. Pourquoi ? Parce que c'est le plus puissant sur la planète. Il dirige là l'État, encore aujourd'hui, de loin d'ailleurs, hein, le plus riche et le plus puissant. Alors simplement, la différence, c'est que par rapport à un shérif qui respecterait, disons, à tout le moins les règlements et les lois internationales en l'occurrence, lui, il n'en fait qu'à sa tête. Pour cette raison-là, autrement dit, les rapports de force, sans le moindre surmoi par ailleurs. Alors je ne vais pas faire de la psycho à 2 €, mais enfin, il n'a vraiment pas de surmoi ni beaucoup d'humour. Et donc c'est quelqu'un dont l'ego est surdimensionné, croisé à cela, là, la volonté de jouer les rapports de force à fond, dans la mesure où, pour l'instant en tout cas, la situation des États-Unis le lui permet, hein, ce rapport de force. Et donc, pas de surmoi plus les rapports de force, bah oui, il fait ce qu'il veut, il dévoile ce qu'il veut. Je me permets quand même de vous rappeler que, mais vous le savez, que Trump n'est pas un perdreau de l'année. Enfin, je veux dire, on l'a déjà expérimenté pendant 4 ans tout de même, plus 4 ans dans l'opposition. Ah, moi je me permets de vous rappeler quand même qu'il avait littéralement, physiquement, scénographiquement bousculé des chefs d'État européens lors de son premier mandat. Donc je ne vous rappellerai pas, parce que tout le monde s'en souvient tellement ça nous a fait rire, la fameuse danse du sabre ridicule à laquelle il s'était livré en Arabie Saoudite, qui avait été son premier voyage. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite achète encore, et promet d'acheter d'ailleurs dans les prochaines décennies, par centaines de milliards de dollars de matériel militaire, autrement dit à très haute valeur ajoutée, aux États-Unis. Hein. Encore une fois, je crois qu'il ne faut, c'est pas la peine d'essayer de trouver un schéma philosophique autre à Donald Trump que tout ce qu'on vient de dire. Ce sera ma dernière question sur le Groenland, et on va parler de l'Iran. Comment vous voyez l'issue du bras de fer là, qui est en train de se jouer entre justement les Américains et les Européens autour du Groenland ? Je pense quelle est l'issue ? Moi, je pense que Trump est tout à fait déterminé à obtenir au moins un partage, hein, alors dans le cas d'un consortium ou pas, mais d'un partage effectivement des ressources d'ailleurs assez mal évaluées, mais enfin qui a priori sont quand même relativement importantes. Je crains la chose suivante, j'espère me tromper, hein, je crains qu'une majorité d'Européens ne s'alignent et préfère, plutôt que de rompre finalement l'OTAN, c'est-à-dire l'assurance vie, et là je pense notamment aux pays d'Europe orientale, dont le prix est menaçant, bien sûr, notamment, absolument, mais on peut même aller jusqu'à la République tchèque et sans doute à d'autres, et plutôt que cela, eh bien, ce sont des États qui préféreront partager quelque chose qu'ils n'ont pas de toute façon, parce que là encore, je rappelle que le Groenland ne se situe pas exactement dans le cadre dans l'Union européenne, puisqu'il est autonome. Bon, on a, sans entrer dans une casuistique juridique, mais enfin, donc, pour ces pays-là, franchement, les ressources du Groenland, c'est pas très intéressant. En revanche, le maintien de l'OTAN et donc de l'acceptation par Trump du maintien de l'OTAN, pour ces pays-là, c'est la survie, si vous voulez, hein, beaucoup plus que la prospérité. Donc je pense qu'on risque d'arriver à cela. Rien de militaire, à mon avis. En revanche, et alors si je me trompe, puisque j'espère, je le dis d'un mot, là, on verrait une rivalité commerciale extrêmement dure entre l'Union européenne d'une part et les États-Unis d'autre part, un peu à la manière dont la CEE, la Communauté économique européenne, hein, qui avait précédé donc l'UE, l'avait fait avec succès dans les années 70, 80, 90. Oui. Hein, je rappelle qu'il y avait eu des rivalités commerciales sur l'acier, sur l'aluminium, sur l'avionique, extrêmement fortes à l'époque de Reagan déjà. Et lorsque l'Europe est unie, elle obtient des choses. Alors, on va suivre notamment le discours de Donald Trump. Il sera à Davos, c'est le forum économique qui a lieu en Suisse demain. Un Donald Trump donc très actif sur le Groenland ces derniers jours. La semaine dernière, c'était l'Iran qui était au cœur de ses préoccupations. Il a menacé à plusieurs fois d'intervenir. Et puis finalement, il a renoncé. Pourquoi il a renoncé ? Je pense qu'il a renoncé par manque d'efficacité vraisemblable. Je veux dire, si vous voulez frapper des barbares qui qui massacrent leur propre population, là je pense au Pasdaran, je pense aux gardiens de la Révolution, et je pense de toute façon à ce régime qui est un régime assassin, alors pour être efficace, qu'est-ce que vous faites ? Vous frappez des commissariats ? C'est ridicule. Vous frappez un QG des Pasdaran, 2 QG des Pasdaran, sur un pays plusieurs fois grand comme la France. C'est tout aussi ridicule, ça ne servira à rien du tout. Et donc, si vous voulez, alors s'il y aurait une possibilité, c'est de soutenir une armée de secours en quelque sorte, située à la frontière, et n'attendant qu'un soutien américain pour y aller. Et elle se situe où, cette armée de secours ? Elle n'existe pas. Ni à l'intérieur du pays, puisque les manifestants, gloire à eux d'ailleurs, ont manifesté de manière très pacifique, c'est-à-dire sans utilisation des armes. D'ailleurs, ça a toujours été vrai. Gloire et honneur à cette population iranienne, mais qui du coup s'expose à chaque fois à une répression extraordinairement sanglante. Donc je pense que c'est davantage qu'une question idéologique ou qu'une question peut-être même de courage
courage ou de lâcheté. Je pense que c'est davantage la problématique de l'efficacité qui est en cause. En revanche, si le régime avait été ou était en voie d'être réellement renversé avec, par exemple, le soutien d'une partie de l'armée régulière, je ne parle pas des passes d'Arad, mais de l'armée régulière en faveur des manifestants, oui, là, je pense qu'il aurait sans doute soutenu, mais des soldats, si vous voulez, et des officiers qui étaient déjà prêts à recevoir ce soutien. Mais on ne peut pas militairement, pour être concret, soutenir de manière efficace, de l'extérieur, une population désarmée située face à, sur un sol d'abord extrêmement difficile pour tout type d'intervention militaire, mais face à des forces de répression terribles. Enfin, c'est très compliqué. Alors après, on peut toujours ajouter d'un mot une hypothèse qui serait celle, toute chose égale par ailleurs, d'Obama face à Assad en 2013, qui de manière catastrophique et lamentable avait prévenu qu'il punirait donc Assad s'il réutilisait du gaz de combat contre sa population, et il n'avait rien fait. Je rappelle que dans les deux cas de figure, on a affaire à des présidents qui justement ne sont pas des néoconservateurs. Autrement dit, qui n'ont jamais voulu modifier des régimes politiques dans un sens moral et éthique, c'est-à-dire vers plus de démocratie. Alors évidemment, là s'arrête la comparaison entre Obama et Trump, mais malgré tout, la population iranienne a de quoi effectivement le déplorer. Alors, les manifestations qui ont été réprimées dans un bain de sang, Internet a été coupé, c'est assez difficile encore aujourd'hui d'avoir un peu des informations. Au moment où on se parle, Frédéric Ancel, que sait-on de la situation là, à l'heure actuelle en Iran ? Alors, moi, les informations que j'ai recoupent à peu près celles dont on peut disposer, c'est-à-dire, il y a encore des manifestations, mais elles sont beaucoup plus, discrètes. Vous savez, on peut manifester de maintes façons, mais là, on n'a plus affaire à des grandes... Au grand flot qu'on a au flot, aperçu, exactement, c'est ça, aux flots humains, et encore une fois, pacifiques, dans les grandes artères, parce que là, ça a été une véritable boucherie. Mais vous avez, ici ou là, dans maintes villes, dans maintes campagnes, des slogans qui sont soit criés, soit inscrits de manière plus ou moins discrète sur les ponts, sur les murs bien évidemment, sur la voirie, et c'est parfois sur les commissariats, et c'est une façon aussi de résister pour cette population. Alors il y a un ultimatum de la police qui a demandé aux émeutiers, je mets le terme entre guillemets, c'est le terme de la police, ils ont 3 jours pour se livrer. Je voudrais qu'on regarde ensemble un peu la carte du Moyen-Orient, de l'Iran. Avec vous, vous êtes géopolitologue, parce que je me posais la question aussi de Donald Trump. Il a dû évidemment parler avec les voisins de l'Iran. Les voisins de l'Iran, c'est notamment l'Arabie Saoudite. Il a discuté avec lui, il a pris des renseignements. Et est-ce que les voisins de l'Iran l'ont freiné en disant non, on ne te suit pas, on n'y va pas, c'est ça qui s'est passé aussi ? Oui, d'abord bravo à vous, parce qu'on ne fait pas de géopolitique sans carte, donc ça c'est très important de voir quels sont les voisins de l'Iran. Alors vous avez parmi ces voisins, à l'ouest effectivement, les pétromonarchies arabes du Golfe, qui craignent comme la peste la déstabilisation de la région. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de quoi se défendre. Pardon. Elles ne savent pas se défendre. Parce qu'il faut voir ce que l'Arabie Saoudite achète depuis des décennies comme matériel militaire dernier cri aux États-Unis et à d'autres pays occidentaux. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un problème militaire, les Saoudiens manifestement se plantent. Pardon de l'expression. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas concrètement utiliser les matériels, c'est ça ? Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça. Et si vous voulez, le problème, c'est que l'Iran a déjà exercé des pressions sur l'Arabie Saoudite, et notamment, dont on voit une partie de la côte dans le Golfe arabo-persique, contre ces installations pétrolières. Les Saoudiens ont été totalement paralysés. Alors je vous laisse imaginer ce qui se produirait aussi avec des pays comme le Koweït, comme le Qatar, qui sont complètement picrocolins et qui ne savent pas utiliser leurs armes. Donc ils souhaitent, ils ont dit aux États-Unis, tout plus tard. Alors évidemment, ils souhaiteraient que ce régime tombe, notamment en faveur du fils du Shah, qui est quelqu'un qui serait beaucoup plus, évidemment, par définition, modéré, pondéré, et certainement d'ailleurs qui entretiendra de bons rapports avec ces pays-là, en principe. Mais ce qui est sûr, c'est que si la République islamique d'Iran, frappée par les États-Unis, perdu pour perdu, avait décidé de mettre le bazar dans toute la région, ces pays auraient été touchés. Et ils n'auraient pas voulu répliquer. Donc c'est pour ça qu'ils ont contribué à convaincre Trump, qui est un allié, toujours bien sûr au sens militaire du terme, de ne pas y aller. Maintenant, les autres pays de la région, au nord et à l'est, c'est bien évident qu'on ne peut pas intervenir. Vous avez l'Afghanistan, le Pakistan, c'est inimaginable que ces pays-là prêtent aide et assistance, même si ils s'entendent mal. Avec cette République islamique d'Iran, c'est vrai notamment du Pakistan, il eût été inimaginable que ces pays auraient laissé
une armée, enfin une troupe de rebelles prospérer à la frontière en attendant une aide de soldats américains sur leur sol. C'était pas possible. Et Israël, qu'est-ce qu'a dit quels ont été le dialogue entre Israël et les États-Unis ces derniers jours à propos de l'Iran? Les Israéliens... On se rappelle des frappes du mois de juin dernier. Oui, mais elles ne concernaient absolument pas du tout les droits de l'homme, elles ne concernaient pas, même pas d'ailleurs nucléaires. Bien sûr. Et c'est là, si vous voulez, encore une fois, je pense que beaucoup d'observateurs de très bonne foi, de véritables démocrates comme nous le sommes, et des humanistes, se sont trompés ont confondu les deux grandes dimensions de la géopolitique. Vous avez une dimension humanitaire, humaine, éthique, morale, juridique d'ailleurs, droit international, et puis vous avez l'autre que je qualifierais assez banalement de réel politique. Et de ce point de vue-là, il faut bien comprendre que pour les États-Unis, pour Israël et pour malheureusement une grande partie, sinon la quasi-totalité du monde, ce qui est important, c'est la dangerosité de ce régime, mais à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce que les Israéliens voient en premier, c'est évidemment les menaces sur leur pays, et c'est bien logique. Les Américains voient les menaces sur leurs alliés et éventuellement sur des bases américaines dans la région. Bon, chacun voit midi à sa porte. Quant à libérer la population iranienne de ce régime infect, c'est un autre problème. D'ailleurs, j'ajoute un dernier point. Libérer une population de l'extérieur, en général, d'abord c'est difficile, on l'a bien vu sur la carte, et ça ne se passe pas toujours très bien. Vous voyez, c'est-à-dire que est-ce que les Iraniens souhaitent être libérés ou grâce aux fourgons de l'étranger, ou à des avions, ou à des missiles étrangers ? Ouais, alors là, c'est un autre problème qui est moral, qui est philosophique. Moi, je pense que les Iraniens auraient souhaité une aide extérieure. Le problème, encore une fois, j'y reviens, est-ce que cette aide militaire aurait été efficace ? Je n'en suis pas du tout convaincu. Il y a aussi un autre voisin, c'est la Turquie. Ça compte aussi, la Turquie, elle est membre de l'OTAN. Quelle relation elle a avec Téhéran et l'Iran Ambivalente et ambiguë. Alors ambivalente d'abord parce que dans le sud du Caucase, la Turquie est évidemment favorable à l'Azerbaïdjan, turcophone, tandis que l'Arménie est favorable à l'Iran et vice-versa. Donc pour faire court, vous avez un axe nord-sud, Iran, Arménie et finalement aujourd'hui Géorgie et Russie, et un axe est-ouest avec Turquie, Azerbaïdjan. Donc là, on a plutôt une rivalité qui n'est pas militaire, une rivalité politique et commerciale assez importante. En revanche, il y a des accords tout à fait considérables entre la Turquie et l'Iran sur le plan commercial, parce que la Turquie n'aime pas la République islamique d'Iran, dont je rappelle qu'elle est évidemment chiite, très proactive. Monsieur Erdogan, le moins qu'on puisse dire, c'est un sunnite très proactif. Et c'est même un islamiste, en réalité, sunnite. Mais au-delà de ça, la Turquie ne veut pas du retour à Téhéran d'un régime pro-occidental. Avec le paradoxe suivant sur lequel vous avez bien mis le doigt, c'est que c'est un pays de l'OTAN, la Turquie. Alors, à titre personnel, je pense que ça fait bien longtemps que la Turquie n'a plus rien à faire dans l'OTAN, notamment en termes de valeurs et de duplicité d'ailleurs avec la Russie. Voilà un troisième pays avec lequel la Turquie est extrêmement duplice. Et donc on a affaire à une multiduplicité. Je n'hésite pas à employer ce terme à Ankara, y compris vis-à-vis de l'Iran. Le régime iranien a malgré tout tenu, si je puis dire, malgré ces manifestations très importantes. Vous diriez que néanmoins, il a été fragilisé ou pas tant que ça, ce régime iranien, ce régime des mollahs? Moi, je pense qu'il a été très fragilisé parce que c'est la première fois qu'il y a autant de manifestants et surtout pendant autant de jours. Et j'ajoute un dernier point, qualitativement avec autant de slogans, non pas seulement contre la vie chère, contre tel ou tel type de répression, mais contre le régime lui-même et bien sûr sa tête, son pilier. Et le guide suprême. Et son pilier théologique, puisque lui, officiellement, il est là par la grâce d'Allah. Donc c'est pas rien, Khamenei, quand même. Et là, vous avez eu, donc on a vu une débauche bienvenue et légitime de slogans anti-Khamenei et anti-régime. Si vous ajoutez à cela que ces gens savent parfaitement que des centaines de milliards ont été dépensés par ce régime, par ailleurs ultra-répressif et corrompu au dernier degré, pour soutenir des alliés à l'extérieur, qui ne sont d'ailleurs pas perses, qui ne sont pas iraniens, c'est le Hezbollah au Liban, c'est bien sûr le Hamas, c'est bien sûr des milices irakiennes, pour un résultat catastrophique, puisqu'en 2 ans, Israël a mis par terre pratiquement tous ces fameux proxys. Là, vous avez effectivement une République islamique qui n'a jamais été aussi faible depuis la fin de la guerre Iran-Irak en 88. Merci Frédéric Ancel d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle qu'on peut vous lire également le titre de votre dernier
ouvrage. La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est aux éditions Odile Jacob. On part à Strasbourg où nous attend Timothée Delem. Il est au cœur de la manifestation des agriculteurs très en colère, toujours très en colère contre le traité de Mercosur, un traité qui a été pourtant signé samedi dernier entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Oui, tout à fait. Bonjour Anne-Emmanuel. C'est vrai qu'ici il y a une colère qui s'exprime de la part des agriculteurs français, mais de toute l'Europe en réalité. 17 pays représentés, c'est en tout cas ce qu'annonce à la tribune, si je puis dire, la tribune de fortune installée ici devant le Parlement européen. Ils sont arrivés et tôt ce matin, ces agriculteurs, on a croisé effectivement des délégations françaises, bien évidemment, avec la FNSEA en particulier et les jeunes agriculteurs, mais on a également croisé des agriculteurs qui viennent d'Italie, des agriculteurs qui viennent d'Hongrie, de Portugal, d'Espagne, d'Italie également. Vous le voyez ici, ces palettes ici, on a commencé à s'installer, à faire des feux et puis à faire aussi des grillades, parce que ici les agriculteurs prévoient de rester au moins jusqu'à demain, jour de vote pour les députés européens, un vote qui porte sur la saisine de la Cour de justice européenne. C'est ce qu'ils espèrent pour retarder ce traité du Mercosur. Alors justement, je suis avec deux agriculteurs français qui viennent des Flandres. Ils sont partis à 1h30 ce matin de Dunkerque. Benjamin, Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Quel est le sens de cette mobilisation aujourd'hui? Vous êtes particulièrement motivé, on l'a dit, vous avez roulé toute la nuit pour venir ici. Ça veut dire que vous avez de réels espoirs de pouvoir être entendu et de pouvoir faire retarder le plus possible la mise en œuvre de ce traité du Mercosur. Oui, tout à fait. On a encore une lueur d'espoir aujourd'hui avec nos eurodéputés, qu'il y a une grande partie qui commence à prendre conscience quand même qu'il faut une agriculture européenne, une agriculture française sur notre territoire, et que nous, agriculteurs, on ne peut pas laisser passer et dire oui, non à Madame von der Leyen qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne respecte même plus ses États membres, qui ont été, comme nous, la France, un des piliers de l'Europe. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Alors tout à l'heure, et on le dit ici, ça parle un peu toutes les langues, et ce que scandaient un certain nombre d'agriculteurs, c'était en parlant d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, go home, go home. C'est ce que vous réclamez aujourd'hui, vous réclamez le départ pur et simple d'Ursula von der Leyen? On réclame le départ, on réclame surtout qu'elle revienne un peu sur ses idées, qu'elle nous écoute nos revendications, et surtout qu'elle... voilà, comme disait Frédéric, qu'elle entende ce que donnent les pays membres du départ. Aujourd'hui, on produit une agriculture propre, une agriculture qui est raisonnable, et c'est vrai qu'on veut qu'elle nous écoute, tout simplement. On se pose quand même cette question quand on regarde l'évolution des événements, ce traité du Mercosur qui a été signé, ça y est, le week-end dernier. Est-ce que c'est pas quand même, malgré tout, un combat perdu d'avance? Parce qu'on voit bien que ce Mercosur, au fond, il est signé, il va finir par rentrer en œuvre, non? Oui, on peut dire que c'est perdu d'avance, mais vous savez, nous on est agriculteurs, on est fiers d'être français, on est fiers de nos productions. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je me dis que si aujourd'hui une majorité d'eurodéputés peuvent stopper la machine de guerre, on aura gagné quand même le combat. Il faut savoir que ce traité du Mercosur, il est en route depuis 25 ans. Ça vient du traité de Maastricht de 92. On a mis 25 ans pour arriver là où on est aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui qu'on n'a pas alerté plus tôt les pouvoirs publics. C'est vrai qu'on sent aujourd'hui cette détermination, on la voit dans ce que vous dites, on la voit également encore une fois avec cette mobilisation d'ampleur, parce que c'est la première fois que vous vous retrouvez vraiment avec autant de pays, 17 pays d'après en tout cas ce que disait à l'instant des responsables de la FNSEA justement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que ce combat en réalité, il ne concerne pas que les agriculteurs français? Aujourd'hui c'est encourageant, on sent qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui on est tous dans le même bateau, on a tous des valeurs à défendre, on a tous un objectif commun, c'est pour arriver dire non à ce traité. Donc c'est vrai que voilà, nous aujourd'hui on est plein d'espoir, on espère qu'on va arriver au bout, on n'est pas seul et on y croit. Si ce traité rentre en œuvre, ce qui encore une fois est vraiment l'option la plus probable, quelles seront les conséquences pour vous concrètement? Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes dans la culture notamment de pommes de terre, de betteraves. Concrètement, vous risquez de mettre la clé sous la porte si ce traité rentre en œuvre? Clairement, oui, il y a énormément d'exploitations qui vont disparaître. Moi, je suis éleveur de bovins, donc qui dit bovin dit viande rouge. Quand on entend aujourd'hui qu'ils vont importer 99 000 tonnes de viande rouge, de côte de bœuf sur le territoire de l'Union européenne, c'est inacceptable pour nous. Dans quelles conditions sont produits ces animaux là-bas? On sait qu'ils sont produits dans des méga, je vais dire usines. Et chez nous, la ferme moyenne, c'est 50 vaches, quoi. On est blanc comme neige.
En plus, on est français et on a toujours une couche supplémentaire. À un moment donné, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village et retourner du bon sens et du bon sens paysan. On sent ici quand même une certaine tension, en tout cas avec un déploiement assez important de forces de l'ordre, avec des tirs de mortier, d'artifice de la part de certains agriculteurs, même si, et on le dit pour l'instant, en tout cas tout se déroule dans le calme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, on voit les palettes qui sont installées, on voit déjà certains feux qui sont mis en place ici devant ce Parlement européen. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller justement pour que vos revendications soient entendues? Aujourd'hui, on n'a pas forcément envie que ça devienne la guerre civile. Aujourd'hui, voilà, on a besoin de montrer qu'on est mécontent. On ne le fait pas forcément encore par la violence, mais on se rend compte qu'il faut un minimum mettre la pression pour pouvoir être entendu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend quelques feux d'artifice, on voit des palettes, on voit des tas qui commencent à se faire. Voilà, nous aujourd'hui, on est prêts. On n'a pas envie d'aller jusqu'à des choses qui dérangent, mais maintenant, nous, on est prêts à tout. Merci beaucoup, merci en tout cas de nous avoir répondu. Voilà Anne-Emmanuelle, ce qu'on pouvait dire à ce stade. Vous le voyez, en tout cas il y a beaucoup de monde ici devant le Parlement européen, avec des prises de parole qui continuent de se succéder dans toutes les langues encore une fois. Ici avec donc les différents responsables syndicaux qui s'expriment toujours pour réclamer évidemment que ce Mercosur soit abandonné par l'Union européenne. Merci Timothée Delem, on vous retrouvera tout à l'heure à nouveau à Strasbourg avec d'autres agriculteurs. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes évidemment l'éditorialiste politique bien connu de nos téléspectateurs et de nos lecteurs. Hier soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé recourir à l'article 49.3 pour faire adopter son budget, le budget de la France 2026. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais il n'y avait plus d'autre choix. À partir du moment où il se rendait bien compte que son budget n'avait aucune chance de recueillir une majorité de députés, il n'avait pas d'autre choix de le faire adopter que de trouver une procédure, en tout cas, qui permette d'adopter le budget sans vote. Alors, après, on le sait, on en a beaucoup parlé, il y avait deux solutions. Celle des ordonnances ou celle du 49.3. Alors, pourquoi plutôt le 49.3 et pourquoi pas les ordonnances, par exemple ? Pour bien comprendre, le 49.3 se fait sur la base d'un texte que le gouvernement a peaufiné dans ces derniers jours. En clair, en intégrant les nouvelles concessions que le Premier ministre avait fait au PS et qu'il avait annoncé vendredi dernier, c'est ça. Exactement, sur la prime pour l'emploi, sur les repas à 1 euro pour les étudiants, etc. Enfin, quelques milliards de dépenses supplémentaires que le Premier ministre a intégrées dans ce texte, et ce qui permet au PS de dire, sur cette base-là, on ne vous censure pas. Alors qu'avec des ordonnances, ça c'est un peu la technique parlementaire, pour les ordonnances, le gouvernement aurait été tenu de reprendre sa copie initiale, celle qui avait été rédigée au tout début, donc avant les concessions des négociations, les concessions. Voilà, exactement. Et donc pour le coup, le PS ne voulait pas d'un texte qui n'intègre pas ce qu'il avait exigé. Et le PS avait prévenu qu'en cas d'ordonnance, il se joindrait à la motion de censure déposée par les Insoumis ou par d'autres. Donc, pour éviter la censure, il ne restait plus qu'une seule solution à Lecornu, le 49.3. Les mots du Premier ministre hier, c'est avec regret, a-t-il dit, et amertume. Comment vous analysez ces mots ? C'est l'échec de la méthode Lecornu ? Oui, dans la mesure où le fait de ne pas recourir au 49.3, c'était son engagement, c'était son pari. Il voulait montrer que là où Michel Barnier et François Bayrou n'avaient pas pu s'en tirer, lui, il allait être capable de faire aboutir un compromis au sein de l'Assemblée nationale, dire ce budget, je vais le faire voter. Je n'aurai pas besoin de prendre la manière forte. C'était son engagement. Sa nouvelle méthode, les mots qu'il avait employés. Lui, c'était sur le perron de Matignon début octobre, de mémoire. Lui avait présenté ça comme une nouvelle méthode. En fait, c'était un pari, dire tiens, je tente comme ça pour essayer d'amadouer les socialistes. Ça a été insuffisant. Et vous voyez, le paradoxe, si on essaye de comprendre, c'est que lorsqu'un gouvernement prend la matière forte, en clair le 49.3, souvenez-vous, Elisabeth Borne sur les retraites ou d'autres, c'est de dire, je sais que si je veux mon texte, et que si je ne veux pas faire de compromis, je n'ai pas d'autre choix que la manière forte. Inversement, quand on fait des compromis, lorsqu'on fait des concessions, c'est pour éviter de passer par la manière forte. Or là, à l'arrivée, Sébastien Lecornu aura fait les concessions et utilisé la manière forte. Donc, d'une certaine manière, perdant-perdant, quoi. Il est perdant sur les deux tableaux, sauf qu'à l'arrivée, ce soir pour la première partie du texte, il y aura quand même un budget. Donc, c'est une sorte de pis-aller
On imagine que le chaos que ça aurait été s'il n'y avait eu aucun budget voté. C'est pour ça qu'il a parlé hier de semi-échec, semi-succès. C'est à quoi il fait référence? Oui, d'où ces mots de regret, d'amertume, etc. Bon, ben voilà, maintenant, je veux dire qu'il n'est plus le temps de pleurer sur les renversés. Et ce qui compte, après tout, on parle beaucoup de la procédure du 49.3, etc. Mais ce qui compte, c'est pas la procédure, c'est le contenu du budget. Et là, on voit bien que ce budget, il a un coût faramineux en termes de dépenses nouvelles. Et qui dit dépenses nouvelles dit recettes obligatoires. Et vous savez, dans un budget, des recettes, ça s'appelle tout simplement les impôts. Alors, c'est pas nous particuliers qu'allons les payer, parce que là aussi, il y a eu un engagement à ne pas augmenter les impôts, mais ce sont les entreprises. Il y a cette fameuse surtaxe sur les sociétés qui va rapporter quelques 8 milliards d'euros. Ce sont bien les entreprises qui vont la payer. Effectivement, la France aura aura un budget, mais à quel prix? C'est ça, c'est le prix que vont payer les grandes entreprises, notamment. Il y a une hausse de charge de 10 milliards, c'est ça, pour les grandes entreprises. On sacrifie l'attractivité, la compétitivité des entreprises françaises. Oui, alors, l'argument, c'est de dire que sans budget, on n'aurait pas pu financer l'effort de défense sur lequel, pour le coup, il y a un consensus, etc. Il insiste aussi sur le fait que ces hausses d'impôts, elles sont limitées sur une petite partie des entreprises, mais elles sont quand même des entreprises. Voilà, non, c'est sûr qu'il faut toujours mettre en regard les deux budgets. Vous savez, le budget, c'est deux choses. C'est le budget général, le PLF, et le budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a la réforme des retraites qui aurait été sacrifiée, et puis la facture budgétaire qui aurait été alourdie. Les grands gagnants, c'est qui? C'est les socialistes qui ont obtenu à chaque fois ce qu'ils voulaient, non? C'est ça? Voilà, exactement. Ils ont montré que ce groupe qui représente 10% de l'Assemblée nationale, 577 députés, 49 députés socialistes, ce sont eux qui ont obtenu du gouvernement tout ce qu'ils voulaient. Oui, c'est les grands gagnants. C'est le petit parti qui a obtenu les grandes victoires et qui symboliquement aussi a obtenu un peu, j'allais dire, les moyens de son autonomie par rapport aux insoumis, puisque les insoumis, eux, sont sur une ligne très dure. D'ailleurs, ils déposent la première motion de censure qui sera discutée, c'est la leur, celle qu'ils vont déposer dès cet après-midi après le premier 49.3. Donc là, il y a une sorte de rupture stratégique entre LFI et le PS. Donc le PS a un peu refait une virginité par rapport à sa soumission d'avant. Et a montré une forme de pouvoir vis-à-vis de LFI. Voilà, mais en même temps, entre ça et puis redevenir un pôle dominant en cas d'alternance, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les perdants, entre guillemets, parce que ils sont aussi un peu co-responsables de ce budget, c'est les LR quand même, non? C'est vrai que les LR étaient très embarrassés parce qu'ils disent ce budget il ne nous convient pas. Pas du tout un budget Laurent LR. Wauquiez avait dit aucune hausse d'impôts. À l'arrivée, il y a des impôts supplémentaires. Il y a des impôts, pas de dépenses inutiles, il y a des dépenses qui le sont. Alors, certes, LR a obtenu des petites concessions, par exemple la réindexation de toutes les tranches d'impôts, aussi la non-indexation de l'abattement pour les retraités. Voilà, mais ce sont des concessions assez symboliques qui ne masquent pas le fait que LR, on va voir si tout le monde suit, mais que LR laisse passer en tout cas un budget qui est quand même très marqué à gauche. À gauche, oui. Évidemment, on voyait mal LR prendre la rationalité de voter la censure, donc de déclencher une crise politique, parce que qui dit censure dit dissolution, et il n'est pas sûr que LR ait intérêt à retourner aux urnes dès maintenant, mais vous voyez, entre ses intérêts à court terme politiques et puis la lisibilité économique, l'arbitrage n'était pas facile et LR n'a pas gagné en clarté dans cette séquence. Alors effectivement, des motions de censure qui ont été déposées par le RN et LFI en réaction au 49.3, ça expose le gouvernement et le Premier ministre à une chute, à une démission, où c'est vraiment le scénario est impossible? Écoutez, maintenant que le budget va passer, encore une question de jour, mais enfin voilà, c'est à qui l'a passé. Bon, j'allais dire qu'il est plutôt tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de révénement majeur. Et tranquille pour une chose aussi, c'est que le programme législatif ne prévoit pas de grandes réformes. Il n'y a pas de chantier majeur, ni difficile, ni structurant qui soit mis sur la table.
On voit bien que le gouvernement va maintenant essayer de tenir Oui. À chaque fois, c'est ça, on dit Voilà, tenir, on tenir, gagne. il faut tenir. On gagne quelques semaines, on Ouais. gagne quelques mois, et puis là on dit ça y est, on a tenu le budget. Maintenant on va passer dans la campagne des municipales. Donc pendant une campagne municipale, le Parlement ne travaillera pas. Bon, et puis après les municipales, on va revenir au printemps. Il y a quelques bouts de textes qui vont être abordés, puis surtout très vite on va rentrer ensuite dans la campagne présidentielle. De 2027. On voit bien que tout le monde va se battre pour 2027. Et, disons-le clairement, et c'est un peu regrettable, va laisser filer 2026. Ce sera ma dernière question, Guillaume Tabar. Ce 49.3, ce recours au 49.3, ça abîme encore un peu plus le bilan d'Emmanuel Macron. On attend Emmanuel Macron à Davos, c'est le Forum économique international qui se tient. Il va faire un discours cet après-midi. Comment parler de l'attractivité de la France quand on laisse filer le budget? Évidemment, ce n'est pas le 49.3 en tant que tel qui alourdit son bilan, mais c'est le contenu de ce budget. Une fois encore, après la suspension de la réforme des retraites. Et, c'est vrai que l'ADN du macronisme, c'était aussi encourager la compétitivité des entreprises, rendre la France attractive. Et c'est vrai qu'en 2017, elle l'était redevenue grâce à un environnement favorable aux entreprises. C'est sûr que ce signal sur l'impôt sur les sociétés, sur la fameuse aussi surtaxe, inventée pour un an et évidemment prolongée, tout ça ne sont pas des bons signaux. Et pour les investisseurs étrangers, quand ils regardent la France maintenant, ils voient ça, ils voient ce contexte difficile et qui est moins favorable qu'avant aux entreprises. Merci Guillaume Tabar d'avoir été en direct avec nous pour nous éclairer. On repart à Strasbourg où nous attend à nouveau Timothée Delem. Timothée Delem, vous êtes à nouveau au cœur des manifestations des agriculteurs. Ils sont toujours en colère contre le traité de Mercosur qui a été signé samedi dernier entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Absolument, Anne-Emmanuel, et ici la motivation reste intacte ici pour tenter de retarder ce Mercosur au maximum, juste devant donc ce Parlement européen de Strasbourg, avec ici vous le voyez certains tracteurs, avec également là-bas une estrade que vous ne distinguez peut-être pas d'ici à l'écran, mais qui a été installée avec un certain nombre de discours qui ont été prononcés encore une fois dans beaucoup de langues, parce qu'ici ce sont les agriculteurs européens qui se mobilisent et pas uniquement français. Alors moi je suis quand même avec deux agriculteurs qui viennent de l'Aisne à Saint-Quentin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez roulé toute la nuit, vous êtes parti à 1h30, 2h du matin, et vous êtes venu d'ailleurs monsieur avec un certain nombre d'objets symboliques. Racontez-nous. Alors moi je suis venu avec mon petit tracteur à pédale parce qu'on est un peu loin pour venir avec un tracteur taille normale comme les collègues, et donc moi j'emmène mon tracteur à pédale qui me permet d'emmener aussi quelques outils symboliques de communication. Donc ici on a deux betteraves, on a la betterave normale avec des belles feuilles vertes parce qu'on a les outils de la protéger contre les ravageurs qui peuvent amputer son rendement. Et ici on a une betterave plus petite avec des feuilles jaunes parce que malheureusement, donc ça pourrait être la betterave française, ça a été une partie de mes betteraves cette année parce qu'en fait je n'ai pas eu les outils nécessaires pour pouvoir la protéger, et donc j'ai amputé mon rendement. Concrètement, ce que vous voulez pointer du doigt, c'est quoi? Ce sont les normes qui sont votées notamment à l'échelle européenne et qui vous empêchent, qui imputent votre rendement, c'est ça que vous dites aujourd'hui? Alors, il y a une surtransposition nationale qui nous pénalise encore plus que les autres pays européens sur certaines productions. C'est le cas de la production de betteraves, sur lequel aujourd'hui tous les autres pays européens ont accès à des outils de protection contre les pucerons qui, à nous, Français, nous sont interdits. Donc il y a une surtransposition qui nous pénalise encore plus que les autres. Et là, ça c'est ce que je représente ici. Mais il y a aussi notre présence ici pour lequel on est tous ensemble, tous les pays européens. C'est le Mercosur, dire non au Mercosur, puisque j'ai un autre outil de communication qui est... Alors, vous allez nous montrer, vous avez ramené également du sucre du Brésil, donc les pays du Mercosur et du sucre français. Il va falloir qu'on m'explique et qu'on me montre comment on va faire la différence entre celui-là et celui-là. Parce que nous dire qu'on va mettre en place des clauses de réciprocité et des clauses de sauvegarde, quand techniquement c'est pas possible, faut m'expliquer d'abord comment on va faire ce qu'on nous dit qu'on va faire pour nous sauver. Moi aujourd'hui j'ai toujours pas compris.
Donc, faut pas nous faire des fausses promesses en nous disant vous inquiétez pas, on va le signer et on contrôlera derrière ce qui se passera. Si demain on n'a aucun moyen et on peut même pas techniquement le faire. Alors, Benjamin, également des jeunes agriculteurs, est avec nous. Vous aussi, vous êtes venu de l'Aisne cette nuit. Tout à l'heure, certains responsables disaient nous, ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont des actes. On en a marre des belles déclarations. Concrètement, que réclamez-vous? De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, on a surtout besoin qu'on arrête de nous taper dessus, qu'on arrête de surtransposer à chaque fois des normes européennes en normes franco-françaises qui nous plombent. Grosso modo, c'est comme avoir un boulet à chaque pied et nous on avance comme ça. Et par exemple, un producteur polonais, moi je suis producteur de pommes et le problème c'est que eux n'ont pas les mêmes normes environnementales, sociales que nous, alors que du coup c'est une concurrence déloyale. Alors même si par moment, on arrive à être plus compétitif qu'eux parce qu'on est du local et on a moins de transport. Mais aujourd'hui, le transport, ça coûte quasiment rien. Donc, et on arrive à être concurrencé comme ça, quoi. C'est usant, quoi. Et on a quand même besoin, en étant jeune, on a quand même besoin d'avoir une vision à long terme puisque c'est quand même des investissements assez longs. Aujourd'hui, reprendre une ferme, c'est alors du temps de mes parents, c'était peut-être sur 12 ans. 15 ans, aujourd'hui c'est plutôt sur 20-25 ans, donc on a quand même besoin d'avoir une grosse vision d'avenir, et là aujourd'hui la vision on l'a pas. Merci beaucoup, voilà évidemment toujours des sacrifices évidemment que ça demande pour nos agriculteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade avec une mobilisation, donc on l'a dit, qui continue et qui devrait durer au moins jusqu'à demain ici devant le Parlement européen de Strasbourg. Timothée Delem, on va effectivement suivre tout au long de la journée cette mobilisation des agriculteurs. Merci d'avoir été en direct depuis Strasbourg. Vous étiez accompagné de Camille Jaïr pour les images. Bonjour Marido Aschliman. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Vous coprésidez le groupe LR au Sénat. Merci d'être en direct avec nous. Avant de rentrer dans le détail de votre rapport, vous avez consacré un rapport à l'exposition des enfants sur les écrans. Deux questions d'actualité à vous poser. Je voulais avoir votre réaction au recours du 49.3 par le Premier ministre. Ça a été annoncé hier. Quelle est votre réaction, votre sentiment sur ce recours au 49.3 ? Écoutez, c'est le sentiment de constat d'un renoncement. Le Premier ministre s'était engagé à ne pas recourir à l'article 49 alinéa 3. Oui. Pour laisser au Parlement la possibilité de discuter de ce budget, ce que nous avons fait au Sénat pendant de nombreuses semaines avec des propositions fortes pour proposer des économies, pour baisser la dépense publique. Et tout ça pour ça, j'ai envie de dire, parce qu'au final, nous nous retrouvons au point zéro, mais surtout avec un budget qui sera un budget socialiste, avec un amendement en rase campagne sur tout un tas de propositions et de fondamentaux qui étaient nécessaires pour redresser le pays et les finances publiques. Autre sujet d'actualité, au Sénat a démarré le débat sur la fin de vie à travers deux textes. Le premier texte est assez consensuel, c'est autour des soins palliatifs. Le second propose la création d'un droit à l'aide à mourir. On est un peu surpris par la position du Sénat parce qu'on pensait qu'il était très opposé à cette aide à mourir. Quelle est, votre position sur ce sujet évidemment très délicat et très intime ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, bien entendu, ce texte va être discuté à partir de cet après-midi au Sénat. Étant un texte sociétal, il y aura une liberté de vote en conscience pour chacun des sénateurs. Au Sénat, la Commission des affaires sociales a fait un travail de durcissement du texte tel qu'il avait été discuté, tel qu'il venait de l'Assemblée nationale, avec une volonté d'éliminer ce droit autonome à mourir pour le transformer en une assistance médicale à mourir très encadrée, articulée sur les conditions de la loi Claes-Leonetti, en insistant sur la volonté libre et éclairée du patient, et puis aussi en insistant sur l'imminence de la mort, et pas prévoir, pas organiser la mort, mais être en situation quasi de court terme, d'être en situation de mourir. Et donc, en ce qui concerne le Sénat, chaque sénateur se décidera en son âme et conscience. Moi, je suis... Votre position à vous, parce que là, on parle d'un geste létal qui engagerait les soignants. Ma position personnelle, c'est de dire que la médecine et l'acte de soigner est radicalement différente de l'acte de concourir à donner la mort.
Et pour moi, c'est un marqueur fort qui doit rester un marqueur de notre législation, nonobstant le fait que la clause de conscience des soignants est maintenue et a été élargie. Il reste encore beaucoup de sujets et de problèmes qui vont être discutés à l'occasion de l'examen de ce texte. Un texte important. En tout cas, je suis sur la réserve. Vous êtes sur la réserve. S'il va dans ce sens d'un geste létal, ce que j'entends, c'est que vous allez voter contre, en fait. Moi, je suis plutôt contre cette idée de geste légal. Mais c'est une position personnelle. Merci de nous avoir donné votre sentiment et votre avis sur cette question. Alors, avec votre collègue, Laurence Garnier, sénatrice de Loire-Atlantique, vous avez auditionné pendant près d'1 an des spécialistes, des parents, des enseignants, autour du sujet de l'exposition des enfants aux écrans. Un rapport qui établit 25 recommandations des mesures phares. Ce sujet, vous en êtes emparé parce qu'il est très préoccupant à vos yeux, mais ce n'est pas tout à fait nouveau, non, cette préoccupation? Ce n'est pas nouveau, mais il ne se passe rien. Il y a beaucoup de recommandations sur la table, il y a beaucoup de propositions, des députés qui régulièrement font état de propositions. Nous avons aussi la commission Macron qui avait été installée en janvier 2024, qui a rendu ses conclusions en avril 2024. Ça fera bientôt 2 ans. Et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et pourtant, nous sommes devant une urgence, un vrai fléau sanitaire, parce que les écrans ont envahi la vie de nos enfants. C'est une éruption massive, une déferlante qui prend possession vous parlez de la péril, vie quotidienne. C'est un péril. Et en vérité, on se rend compte que les pouvoirs publics sont comme paralysés. Il ne se passe rien. Les parents demandent instamment qu'on leur donne un cadre, qu'on fixe des limites. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants, évidemment, et loin de nous l'idée de se substituer aux parents. Néanmoins, les pouvoirs publics, le législateur, le gouvernement doivent mettre un cadre avec des règles d'accessibilité, avec des règles d'exposition et avec des règles aussi, ça fait partie de nos propositions, qui s'adressent aussi aux fabricants de téléphones parce que tout le monde doit prendre sa part à la gestion de ce fléau et à la protection de nos enfants. Alors qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous proposez vis-à-vis des fabricants justement et comment vous pensez peser sur eux ? Alors, nous considérons que certes, les réseaux sociaux, l'accessibilité aux réseaux sociaux doit être régulée, encadrée. On parle d'une fixation, d'une majorité numérique et ça, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Les fabricants de téléphones peuvent configurer par défaut des fonctionnalités qui permettent aux enfants, aux parents, de mieux encadrer, réguler, accompagner l'expérience numérique de leur enfant. L'idée, ce n'est pas d'interdire pour interdire. L'idée, c'est d'accompagner les enfants à mesure de leur maturité et de leur âge, à prendre possession, à maîtriser et ne pas être des esclaves des écrans et des outils numériques qui devraient être des outils pour passer du bon temps, pour l'épanouissement, pour l'accès à la connaissance. Et donc, ce mode mineur par défaut serait simple. Il proposerait des fonctionnalités de type couvre-feu numérique, c'est-à-dire entre 22h le soir et 6 ou 7h le matin, on n'a pas besoin d'être connecté à son écran et à son téléphone portable sous sa couette. Des messages de pause numérique après un temps d'exposition qui viendrait ramener l'enfant, lui proposer d'autres activités, de se déconnecter. Et puis aussi le renforcement du contrôle parental, parce que nous considérons que ce contrôle parental, il est cardinal, il est très important. Nous devons soutenir les parents. Il y a bien une loi Studer qui a été votée en 2022 qui prévoit un contrôle parental, mais il est facultatif. Nous voudrions qu'il soit obligatoire et qu'il soit installé par défaut sur tous les téléphones, les supports mis à disposition d'un enfant mineur. C'est une façon d'aider justement les parents dans cette lutte, entre guillemets, pour restreindre les accès aux enfants. Parce que les chiffres disent que les études montrent que le temps double sur les écrans quand les enfants ne sont pas à l'école. C'est à la maison où les temps finalement explosent. C'est ça qui est très dangereux. 8 parents sur 10 ne savent pas ce que font leurs enfants sur Internet. 8 parents sur 10 admettent qu'ils ne savent pas ce que font leurs enfants sur Internet. Et nous savons que... Ils ne sont pas assez informés, les parents. Ils ne sont pas assez informés. Et nous savons que les enfants connectés sont exposés à des tas de périls. Bien sûr, la pornographie, des rencontres dangereuses et toxiques, le cyberharcèlement, tous ces fléaux
nous livrons nos enfants, nous avons équipé une génération entière de supports numériques sans les protéger. Et ce que nous voulons avec Laurence Garnier, avec le groupe Les Républicains au Sénat, c'est poser un cadre, poser des limites, mais associer tout le monde à la définition de ce périmètre de protection pour les enfants. C'est une question de santé publique aujourd'hui. Face à ce fléau sanitaire, nous devons urgemment réagir. De santé mentale, mais aussi avec des conséquences sur le plan économique, qui ont été, je crois, documentées par la direction du Trésor, c'est ça ? Qui anticipe à l'horizon 2060 une baisse de notre PIB, productivité, entre 2 et 3 points. C'est quelque chose qui devrait faire dresser tout le monde. Pour quelle raison ? Parce qu'on est détourné, c'est notre attention, c'est ça qui est détourné par les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs à la aspects. défaveur du travail. Vous évoquiez tout à l'heure les maladies, la santé physique, la santé mentale, tout ça, ça se chiffre en dépenses sociales. Bien sûr, ce sont des points de PIB, mais il y a aussi, avec la fréquentation régulière des écrans, y compris sur le lieu de travail, une étude a indiqué, a constaté qu'entre 20 minutes et 2h30 seraient consacrées sur le lieu de travail par les salariés pour des activités qui sont totalement qui ne sont pas en lien avec l'activité professionnelle. Donc ce sont des pertes de productivité, ce sont des pertes d'intervention au service du travail. Et tout ça, ça se chiffre en points de PIB. Alors, le numérique, les écrans, évidemment, c'est dans les familles, mais pas que dans les familles, parce que l'école s'est engouffrée dans le numérique. Dans votre rapport, vous notez que l'éducation nationale a investi 2,4 milliards, c'est ça. Vous écrivez que ces investissements sont massifs, injustifiés, et peu efficaces. C'est un rapport de la Cour des comptes depuis 2019 qui a évalué à 2,4 milliards la dépense totale entre 2013 et 2017, beaucoup de chiffres, je suis désolée, consacrée à l'équipement numérique dans les établissements scolaires. Ce sont des sommes colossales. Cet argent aurait pu servir à donner des moyens supplémentaires, notamment pour former les enseignants et pour donner des vrais moyens pour étudier et pour réussir aux élèves. Nous observons dans le même temps que la France ne cesse de reculer dans tous les classements internationaux qui mesurent les compétences et la performance des élèves. Donc nous nous disons que cet argent a été mal employé. Puis nous demandons surtout que l'introduction de tout outil pédagogique à l'école soit précédée d'une expérimentation et s'accompagne aussi d'une évaluation, ça c'est important. Et enfin, nous considérons aussi que les outils numériques à l'école doivent rester à leur place. Or, les espaces numériques de travail, les ENT, envahissent le quotidien des familles, parfois à des heures indues. Et des enseignants, des parents nous ont dit qu'une certaine dérive des ENT, de l'utilisation des ENT, devenait source de stress, d'angoisse et de conflictualité aussi au sein des familles. Nous voulons réguler l'utilisation des ENT, éviter les messages qui arrivent à 20h ou le dimanche après-midi à 16h. Nous voulons que les enfants, les élèves aient droit aussi à la déconnexion. Oui, parce que c'est un sujet sociétal qui englobe toute la société. Il y a la question de l'exemplarité finalement de chacun d'entre nous vis-à-vis des enfants quand on leur demande d'être moins connectés et quand tout à chacun est tout le temps sur son téléphone. C'est ce qu'on appelle l'éducation silencieuse quelque part. Bien sûr. Vous allez au restaurant. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez des familles attablées, avec chacun sa tablette, son téléphone. C'est un changement de modèle, à la fois de relations familiales, de relations sociales tout court. Et puis nous mettons surtout le bien-être et la santé de l'enfant au cœur de ce rapport, en se disant, nous devons protéger les enfants, nous devons éviter la surexposition précoce et massive des enfants aux écrans, nous devons fixer un cadre pour que les parents disposent d'un environnement et de règles qui puissent opposer à leurs enfants pour leur dire, voilà, à cette heure, ce n'est pas possible, trop d'écran, c'est mauvais pour ta santé et pour tes résultats scolaires. Et les parents nous demandent cette aide et cet appui. Est-ce qu'il y a en Europe, et ce sera ma dernière question, un pays qui fait bien les choses, un modèle à suivre, si je puis dire ? Plusieurs pays sont en train de reculer et de prendre des dispositions pour mieux protéger les enfants des écrans. La Suède, le Danemark sont des pays qui étaient
en pointe, pour l'équipement numérique, notamment dans les écoles. Ils sont tous les deux en train de prendre la marche arrière à grande vitesse. L'Allemagne a mis en place, il y a quelques mois, ce mode mineur que nous appelons de nos voeux en France, pour justement réguler, encadrer, dès le support numérique, l'expérience numérique des enfants. Le Japon, certaines provinces du Japon, alors on n'est pas en Europe, mais a pris des mesures aussi. Mais la Grèce, l'Espagne, tout le monde bouge maintenant pour protéger les enfants et les protéger d'une exposition, d'une surconnexion aux écrans. Il est temps qu'il en soit de même en France. Merci Marie-Do Schliemann. On peut prendre connaissance de votre rapport. Il est en ligne, c'est ça? Oui, il est en ligne. Oui. Il est disponible et c'est 25 recommandations que nous allons bientôt, que nous envisageons de traduire en propositions de loi pour proposer à nos collègues de les adopter, en tout cas pour toutes celles qui seront du niveau législatif. À quelle échéance à peu près? Courant février. Courant février. Très bien. Merci d'avoir été en direct avec nous et puis on suivra bien sûr ce sujet. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. J'aurai la chance de vous retrouver demain midi en direct sur le Figaro TV. Soyez au rendez-vous. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro.